Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, ce n'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appellent gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Ben, vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Et à mon avis, votre raisonnement, qui est intéressant, pêche, à mon avis, de deux façons. La première, c'est de croire que les élus sont tous les mêmes et représentent les mêmes intérêts, ce qui est évidemment faux. Dites ça à un militant communiste et dites ça à un militant du Front National, s'ils sont les mêmes, vous verrez ce que vous entendrez. Demandez-leur s'ils ont les mêmes idéaux dans la vie, évidemment non. Demandez si depuis 2 siècles, les gens ont défendu les mêmes combats entre Jaurès et Poincaré, évidemment non. Évidemment non. Donc votre raisonnement est absurde. Là où il est encore plus absurde, c'est quand vous poussez le raisonnement plus loin, ce que vous n'avez pas fait ce soir, mais ce que vous faites par ailleurs, c'est que vous arrivez au bout de votre raisonnement pour proposer que les représentants du peuple soient tirés au sort. Parce que c'est ça votre théorie. Les contrôleurs du peuple. Les contrôleurs soient tirés au sort. Oui, voilà. bien sûr. Donc ça indique l'absurdité de votre système.
Si vous proposez que le président de la République soit tiré au sort toutes les semaines, ça montre le côté Elsa Popine de votre raisonnement. Non, le tirage au sort n'est pas celui des décideurs, il est des contrôleurs. Non, le tirage au sort, c'est un tirage au sort. Il y a pas. Alors là, on ne peut pas penser qu'il y a un manipulateur derrière le tirage au sort. Non, mais c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons tirer au sort. Et on va le faire pour éviter les conflits d'intérêts. On tire au sort ou on ne tire pas au sort. Est-ce que vous tirez au sort les élus du peuple? Oui, c'est ça votre raisonnement. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de... C'est-à-dire que l'idée de l'élection permet de... L'élection désigne des maîtres parce qu'elle les désigne comme étant les meilleurs. Et ils se comportent ensuite comme des maîtres. Par définition, tout élu est un maître pour vous, d'où qu'il soit, quel qu'il les maîtres aujourd'hui, manifestement... Par définition, non, votre raisonnement c'est tout élu est un maître ou tout maître est un élu? Comment est votre raisonnement? Dans quel sens? Non, c'est ni dans un sens... Si, forcément dans un sens ou dans un autre. Votre raisonnement, c'est dès qu'une personne est élue, elle devient un maître. Non. Évidemment, puisqu'elle est élue pour gouverner. Non, dans le gouvernement représentatif actuel, les élus sont des maîtres. C'est eux qui évidemment, puisqu'ils sont élus pour ça. Mais oui, mais voilà, mais c'est bien le problème. C'est la définition même du pouvoir représentatif. Non, mais les élus pourraient être désignés pour autre chose que voter les lois à notre place. Pour être élus, pour quoi faire? Sinon gouverner. Mais pour demander aux gens ce qu'ils veulent... la démocratie représentative. Oui, mais la démocratie représentative, c'est justement un oxymore intenable. La démocratie représentative est un oxymore. Poussons au bout votre raisonnement. Une contradiction dans les termes qui rend impossible la seule chose qui convient, c'est le gouvernement d'un village par le village, ou alors au hasard, on tire au sort les gens qui gouvernent selon leur fantaisie toutes les semaines. Non, mais vous avez raison. On peut parler sérieusement sur autre chose. Un gouvernement du village par le village. La proposition du revenu de base, alors, ou du salaire à vie, qui permettrait à chacun d'exercer l'activité qui lui semble la meilleure pour lui, pour ses proches et pour la société, en l'affranchissant des travaux forcés qui, pour l'instant, par le chantage à la misère, à la pauvreté, obligent les gens à faire des travaux qu'ils n'aiment pas, ou qui sont dangereux, ou qui sont juste ennuyeux. Et aujourd'hui, les gens sont condamnés aux travaux forcés par une espèce de chantage à la monnaie, à la misère. Et vous devez être d'accord avec cette idée du revenu de base qui permettrait aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le revenu de base, ça dépend à quel niveau on le fixe. Le revenu de base, ça existe. Un revenu suffisant pour ça existe depuis qu'on l'a fixé sous le nom de RMI. Ça existe. La seule question, c'est vous le faites. Pour vivre. Voilà. Donc, c'est pas une question idéologique, c'est une question de montant. Alors, parlons montant. Voilà. Donc, il faudrait un revenu. Mais alors, le revenu de base, donc, ou le salaire à vie, permettrait de vivre dignement sans être obligé de travailler. C'est exactement le contraire. Le revenu de base, tel que vous le définissez là, c'est-à-dire, je vous garantis un revenu, vous êtes fonctionnaire de la société en général, ne pousse pas les gens à créer les conditions de se découvrir. Ça leur permet non, absolument pas. Regardez, c'est ce qui se passe avec la retraite, par exemple. Les retraités n'ont jamais été aussi actifs de leur vie et heureux. Enfin, ils sont libérés de l'emploi. Donc, vous voulez une société où tout le monde soit retraité. Ils sont libérés de l'emploi parce que justement, l'emploi, c'est de l'enfer. Absolument. C'est intéressant. Compte tenu du bonheur... C'est un modèle social intéressant. Mais réfléchissez-y. Ouvrez-vous à des choses nouvelles. Je vais y réfléchir. Compte tenu du bonheur vécu par les retraités, je ne vois pas pourquoi on réserverait ça aux vieux. Je veux dire, pourquoi est-ce que toute la société... ne serait pas retraité. Ils sont heureux parce qu'ils sont enfin libérés de l'emploi. C'est quand même étonnant de se plaindre du chômage alors que le cadre de l'Union européenne nous condamne au chômage. Le fait de nous imposer une banque centrale indépendante dont la lutte unique est contre l'inflation. Quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Il n'y a pas... tous les banquiers du monde le savent. Mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire. C'est écrit dans les statuts, tant dans la Banque centrale américaine que dans les statuts de la Banque centrale européenne. Elle se bat juste contre l'inflation. Absolument pas. Si vous aviez lu son statut, vous sauriez que la mission de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation et pour la croissance. Pas du tout. Ça, vous confondez avec l'américaine. Non, monsieur, vous n'avez pas lu les statuts. C'est une blague. Dans les statuts de la Banque centrale, vous n'avez pas de quoi vérifier. Je vous renvoie aux statuts. C'est extravagant. Les statuts de la Banque centrale européenne prévoient clairement que la mission de la Banque centrale est de lutter contre l'inflation. Et c'est tout. Dans le cadre du préambule du même traité qui définit la Banque centrale, qui lui-même donne comme mission de lutter contre le chômage et pour la croissance. C'est écrit noir sur blanc. Absolument pas. Eh bien, vous n'avez pas fait. On doit faire en ce moment même du fact-checking. Non, mais attendez, on va ajouter des choses. Il suffit, pour être encore plus concret, écoutez le discours qu'a prononcé M. Draghi, l'actuel gouverneur de la Banque centrale, il y a 2 jours, et le même discours qu'il a prononcé 8 jours avant aux États-Unis, dans lequel il a dit
Il est essentiel de lutter contre le chômage. C'est fondamental. Mais là, il discute. Mais sa règle, c'est de se battre contre l'inflation. Non, absolument pas. Il a dit exactement le contraire hier. Vous connaissez Il a dit exactement le contraire avant-hier. Il a dit l'inflation est trop basse. Mais il a dit. Mais sa mission unique. Non, absolument pas. Il a dit exactement le La règle, contraire. c'est de se battre contre l'inflation, mais Mario Draghi, qui est quand même pas un bourricot, a bien compris que la situation était très grave. Et donc, il est comme au-delà du fait qu'il est un banquier, on lui a donné suffisamment de pouvoir pour qu'il devienne, lui, un véritable homme politique, il fait des choix. Qui sont conformes au traité. Il fait des choix Absolument audacieux. d'accord. Mais à un moment donné, il va probablement se retrouver confronté à l'Allemagne, qui, elle aussi, a le désir de maîtriser son destin. C'est un des derniers pays qui a un peu, en Europe, auquel il reste une volonté de maîtriser son destin. Et ces deux-là, Merkel et Draghi, risquent à un moment ou à un autre de s'affronter. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans centrale... un an, et dans un an, l'Allemagne sera ralliée. Dans un an, l'Allemagne sera ralliée à l'opposition de Draghi et de l'Union européenne, qui est d'une position de croissance et d'aller vers beaucoup plus d'inflation. Évidemment, elle ira vers ça. Dans un an, elle ira vers ça. Parce que l'Allemagne a compris. Bah écoutez, moi je prends le rendez-vous. L'Allemagne a compris qu'elle était l'homme malade. Les chiffres qui vont sortir vont montrer que l'Allemagne va très mal, que sa croissance est très basse, qu'elle est très menacée. Et l'Allemagne va rejoindre le consensus entre la France, l'Italie et la Banque centrale en faveur de la croissance et de lutter contre une inflation trop basse. Mais voilà quelqu'un qui est optimiste, en tout cas. Absolument. Jacques Attali. C'est-à-dire que les orages sont si terribles que la peur va faire prendre de bonnes décisions. Je suis pessimiste, oui, parce que je vois la guerre qui approche, mais ce que je vis dans les ateliers constituants, parce que les gens sont en train de prendre les problèmes à la racine et de reconstruire leur puissance politique. En écrivant une nouvelle constitution ? Nous nous entraînons à écrire, non pas la constitution, mais à écrire notre constitution, notre contrat social. Nous entraînons à instituer nous-mêmes notre puissance. On a compris qu'il fallait arrêter d'élire l'Assemblée constituante. Il ne faut plus que les constitutions soient écrites par les professionnels de la politique. Il faut que ce soit nous-mêmes qui écrivions les règles de contrôle des acteurs politiques. L'impuissance dont vous parliez tout à l'heure, M. Gaucher, elle est écrite dans la Constitution parce que nous avons renoncé à l'écrire. Et ce que nous faisons, et on n'attend rien des élus, bien sûr, ce n'est pas eux qui vont nous aider, mais ce que nous faisons par éducation populaire, nous apprenons, nous nous entraînons à écrire nous-mêmes. Et ça donne un espoir important, un espoir